après-midi. Je laisse partir ce qui. Je suis ravie de la co-présenter avec Olivier Nalès, qui s'est présenté ou pas? Oui, Bon, on va dire qu'il est oliculteur et viticulteur pour ce moment-là. En tout cas, c'était l'occasion pour le site Vie de réfléchir sur deux cultures que l'on retrouve, que je retrouve là, voilà, que l'on retrouve traditionnellement dans le sud de la France. Je vous ai présenté tout à l'heure la spécificité de cette oléiculture française qui, à l'image de ce paysage nuancé et divers où on côtoie aussi bien là, de la vigne et de l'olivier, c'était le thème d'aujourd'hui, mais on peut retrouver d'autres espèces fruitières et puis quelquefois des céréales. En tout cas, vous avez bien compris pour ceux qui étaient là au début qu'on a des typologies d'exploitation qui sont différentes. Et pour réfléchir tous ensemble, en tout cas partager ce moment sur l'oléiculture, je me suis dit on va essayer de voir un petit peu tous ces viticulteurs qui sont oléiculteurs ou ces oléiculteurs qui sont viticulteurs et qu'est-ce qu'ils pensent de cette complémentarité de vignes et d'oliviers. Alors vous voyez que en haut à droite, je vous ai mis les types d'exploitation que j'ai contactés. Des oléiculteurs qui peuvent avoir déjà entre 75 et 100 hectares de vignes, et puis de l'autre côté aussi, au-delà de 100 hectares d'oliviers, et puis d'autres qui auront qu'une soixantaine d'hectares de vignes, et puis quelques hectares d'oliviers. Certains même sont en conduite sur terrasse, très traditionnelle, et donc ne m'ont pas parlé en nombre d'hectares, mais en nombre d'oliviers en Provence. Notamment, j'ai un agriculteur qui a 30 hectares de vignes, mais 3000 oliviers. Et puis, vous avez des viticulteurs qui, entre 50 et 100 hectares de vignes, mais ont beaucoup moins d'oliviers. Donc, c'était l'occasion avec des agriculteurs qui sont soit en fruitière, soit en mode de conduite traditionnelle, en bio ou en raisonné, en sec ou en irrigué, en tout cas surtout ce pourtour méditerranéen, puisque de l'Aude au Var, en passant par la Drôme, j'ai essayé de partager avec eux un petit peu leur ressenti. Et tous m'ont dit, bien sûr, vous en êtes tous convaincus, c'est des cultures qui sont finalement assez complémentaires. Déjà parce que ce sont deux cultures pérennes, qui sont méditerranéennes, donc déjà, elles ont une origine qui est commune, et puis finalement, des conduites qui sont assez similaires. Alors, je vous ai mis des paysages différents, aux abords de Marseille, en terrasse, qu'on pourrait retrouver dans le Var, où là, on est sur des plaines en intensif. Et puis, en bas, de la complantation vigne-olivier dans la région de Mirabel, dans la Drôme. Et puis d'autres, on pourrait se dire qu'on est soit dans l'Aude en haut ou soit dans la Provence. En tout cas, on a ces configurations différentes. Alors, différentes parce que déjà, même si ce sont deux cultures pérennes, la vigne et l'olivier, vous voyez, une garde ses feuilles, l'olivier, et puis la vigne perd son feuillage chaque année, parce que c'est un feuillage caduc. Donc en termes de gestion sanitaire du feuillage de la frondaison, mais déjà on a des différences, puisque finalement, un oliculteur m'a dit, pour la gestion de l'oliveraie, même si on peut faire des impasses, il faut quand même souvent aller dans son verger pour observer. D'un point de vue pollinisation, vous voyez que la vigne, vous n'avez pas ces problèmes de pollinisation puisque c'est une plante qui est auto-fertile, qui est autogame, à l'inverse de l'olivier qui a besoin de polliniseurs. Et qu'en plus, cette fécondation, elle est tributaire des conditions climatiques. Et puis, on dit que tous les arbres fruitiers sont alternants, avec des alternances vraiment différentes. On va dire que la vigne, elle a presque une alternance plutôt très très faible, et l'olivier est le champion du monde de tous les fruitiers. Ces différences font que finalement, alors que l'olivier était une culture qu'on côtoie depuis des siècles, par rapport à, j'allais dire presque plus par rapport à la vigne, finalement, parce que la vigne est la première culture française, on pourrait dire, les connaissances sur la vigne sont
gigantesque, hein, j'ai un grand mot par rapport au peu de connaissances que nous avons sur l'olivier, parce que de tout temps, on a pensé l'olivier comme un complément de culture par rapport à la vigne, où on demandait déjà à une production plus importante. Alors c'est vrai que quand, euh, quand on parle avec ces viti-oléiculteurs, ils vous disent, ben, finalement, pour l'olivier, on peut se permettre de faire des impasses, parce que l'arbre, il peut marquer le coup, mais après, si on le recultive, il repart. Alors que la vigne, si on ne la taille pas d'une année ou de deux, eh bien, le problème après, les conséquences sont très graves. Donc, on nous dit, il faut observer l'olivier, mais en même temps, on peut être moins vigilant, bien que pour l'œil de pain, il n'y a pas mon collègue là, mais il vous dira, si vous n'êtes pas vigilant sur l'œil de pain en olivier, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on voit bien cette année avec le milieu sur la vigne que bon, la vigilance est demandée d'être beaucoup plus importante. Bien sûr, Raoul, tout à l'heure, vous a parlé de régularité de production et donc de régularité de revenus. Hein. On dit à France Olive obligatoirement que l'olivier, c'est plutôt un complément de revenus à cause de l'alternance, parce qu'on n'a pas un revenu fixe chaque année, et qu'en traditionnel, l'entrée en production, elle est de 5, moi je ne sais pas dire 6-7 ans, mais ça dépend si vous êtes en sec, en irrigué, etc. Voilà, bon. Et donc, si on est... Non, mais il fait esprit. De dire qu'il faut faire attention dans la conduite culturelle quand vous êtes en haie fruitière. Vous avez certes une entrée en revenu qui est plus rapide que par rapport à la culture traditionnelle. Ce qu'en vigne, bon, ne se pose pas la question puisque rapidement, vous avez une production qui n'est pas négligeable. Alors, en termes... Possible. Voilà, en termes de conduite, de points communs, on pourrait dire, quelqu'un m'a dit finalement, vigne et olivier, c'est une complicité de conduite et c'est une synergie commerciale. J'ai beaucoup aimé l'expression parce que c'est vrai que quand on regarde la conduite culturelle vigne et olivier, ce sont des ateliers, des travaux qui se complètent. Quand on a fini la taille de la vigne, on peut commencer la taille de l'olivier. Quand on a fini les vendanges, on peut commencer les olivades. On peut du coup pérenniser la main-d'œuvre. Et puis, en termes de matériel, de traitement ou de travail, on peut mutualiser les outils pour ces deux cultures. Et c'est vrai que même certains m'ont dit, mais oui, quand on fait de l'olivier en bio, ça a permis plus facilement de convertir la vigne en bio parce qu'on voyait que, comme c'était réalisable sur l'olivier, finalement, on était suffisamment convaincus ou aguerris qu'on pouvait se tourner vers la vigne en bio. Et puis, je vous ai mis une photo, alors elle n'est pas très nette, hein, d'une vigne dans l'Hérault, où depuis longtemps déjà, on pouvait penser que l'arbre pouvait participer aussi à la gestion climatique de la parcelle. Et cette notion de complantation, aujourd'hui, on voit des domaines qui se mettent à arracher des rangées, pourquoi pas, pour planter de l'olivier. Et diversifier, finalement, un produit qui, d'un point de vue commercialisation, trouve vraiment sa place. Ce sont deux produits de la table, hein, on va dire qu'on mange et l'autre qui accompagne le plat, mais dont les circuits de commercialisation sont identiques, que ce soit en vente directe ou en coopérative. Et c'est vrai que finalement, certains me disaient, ça renforce la diversité de l'offre et la clientèle qui vient pour l'huile d'olive, finalement, se tourne vers le vin et vice-versa. Donc c'est vraiment, au-delà de la notion de commercialisation, une amélioration aussi de l'image du domaine qui est donnée par ces deux produits méditerranéens, dont les sous-produits, anecdotiquement, quand même on peut le dire, hein, peuvent être valorisés ensuite dans la culture. Donc voilà deux exemples de complantation. Un à droite, dans le Var, vous avez des lignes d'oliviers qui sont pluricentenaires, et puis un autre dans la région de Fontvieille, pour la cité, où on vient d'arracher les rangées de vignes pour planter de l'olivier. Quand je vous parlais de complémentarité, donc c'est vrai que pour vous faire visualiser ces calendriers de travaux de la vigne par rapport à la complémentarité,
et à la succession des travaux de l'olivier. Ça ne marche pas. Olivier, à toi. La partie économique. C'est plutôt qu'on passe de la partie rêve que vous a présenté Hélène. C'est tout beau, c'est tout rose. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. En 1993 ou 14, je ne me souviens plus un an près, je fais un aller-retour en Toscane. À l'époque, j'ai des vignes, je suis à Aix-en-Provence et je fais un aller-retour en Toscane et je ne sais pas si c'était l'ambiance, si c'était le pays merveilleux. Je fais bien sûr un tour dans les caves et dans chaque cave, on me fait déguster du vin, de l'huile, du vin, de l'huile. Et je rentre, je dis, c'est pas possible, c'est les deux jambes, il faut qu'on les mette. On avait à l'époque, je vous rappelle que l'olivier était plus qu'en difficulté, on se relevait du gel de 56, on était encore dans des plans de restructuration. Et il y a une chose qui m'avait marqué à l'époque, Robert Chélan, qui est le propriétaire de Châteauviron, me disait, l'olivier, on perd de l'argent, on est en 90. Hein. Tu comprends? On vendait à l'époque 48 francs le litre. 48 francs le litre, ça m'a marqué. 90, 48 francs le litre. 95, 100 francs le litre. Et là, d'un coup, c'était redevenu intéressant. C'est redevenu rentable. Et Châteauviron, qui est un des beaux exemples de réussite, de mixité, a démontré, alors, et le bon exemple à donner. Alors, c'est vrai que je vous ai fait 4 slides qui sont là pour vous poser des questions. J'ai dit, le premier slide, c'est le préalable à la synergie économique, c'est la mise en marché directe. Alors, je n'ai pas dit la vente directe, la mise en marché directe par le producteur. Il n'existe pas, et quand je disais Hélène est là pour vous faire rêver, moi, pour vous remettre les pieds sur terre, c'est que le monde de l'huile, il fait rêver beaucoup de gens, et la réalité économique est totalement différente. Et cette réalité économique, notre rôle à France Olive, c'est de vous la faire toucher du doigt. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à gagner, qu'on ne va pas gagner sa vie avec l'olive, mais on ne peut pas la gagner dans certains contextes. Le premier contexte, je rappelle qu'il n'existe pas de marché vrac de l'huile d'olive produite en France rentable. Il n'en existe pas. Aujourd'hui, quand vous vendez votre huile en gros, allez, les chanceux la vendent à 15 € hors taxe, c'est bien les chanceux, les normaux la vendent à 12, 13, et ceux qui se débrouillent mal la vendent à 10. Le prix de revient aujourd'hui sur du traditionnel, hein, c'est-à-dire sur de l'olivret traditionnel, quand tout va bien, elle est entre 15 et 30 €. Or, quand vous êtes à 15 €, vous avez fait quitte. Quand vous êtes à 30 €, vous avez perdu 15 € du litre. Donc, et tout ça étant lié, mais j'y reviendrai, à la productivité à l'hectare. La première des conditions, c'est d'avoir des capacités de mise en marché directe avec une valorisation autour des 25 € le litre. En étant autour des 25 € le litre de prix moyen, alors ça ne veut pas dire que vous vendez tout à 25 €, ça veut dire que vous avez un prix moyen entre ce que vous allez pouvoir vendre en vrac, ce que vous allez vendre dans vos ventes directes, ce que vous allez vendre dans des magasins, ce que vous allez vendre à des grossistes. Si vous êtes en dessous de 25 €, vous ne pouvez pas, en France, sur de l'olivret traditionnel, vous en sortir. Et je parle lycée sur 3 ans, hein, parce que je pourrais vous faire sourire ou pleurer. L'an dernier, moi, les 10 hectares que j'ai à Nîmes, j'étais à 43 € le prix de revient du litre. Ah ben c'est sûr, au lieu de 4000 litres, j'ai fait 1700 litres. Les frais, ils étaient les mêmes. Donc vous avez juste à faire la division, c'est vite vu. Alors, heureusement, ce n'est pas tous les ans. Il y a des années plus et des années moins, donc on le sait, on l'a évoqué sur l'alternance. Mais dans tous les cas, ayez déjà ça en tête. La première condition pour bien travailler, c'est la mise en marché directe par le producteur. Alors Hélène, vous faisiez rêver sur les synergies des techniques de production. Oui, c'est ce que j'ai prôné au début quand je voyais, c'est exactement ce qu'a dit Hélène, c'est facile. Je cultive de la vigne, je cultive de l'olivier. Il y a, c'est vrai, des calendriers qui peuvent être compatibles. Oui, puis quand vous rentrez dedans, alors c'est sûr que si vous avez 200 oliviers, vous en foutez. Mais quand on vous dit, ah ben, le tracteur, vous allez l'optimiser. Ah oui, mais attends, le tracteur, pour les vignes qui a une cabine, il ne passe pas sous les oliviers. Alors, tu as le mec qui arrive et qui te dit, ah oui, mais il te faut un tracteur sans cabine parce que sinon, Bon, ça commence comme ça. Donc, un tracteur à l'olivier,
Le pulvé, ah ben attends, le pulvé, c'est le même. Ah oui, mais on t'explique qu'un pulvé arbo, c'est pas un pulvé viti. Donc, il faut acheter un pulvé arbo, un pulvé viti. Le broyeur, ça je rigole, le broyeur. Ah ben, je broyais mes sarments. Donc, j'ai broyé mes bois. Ben, essaye de broyer des bois de vigne, des bois d'olivier avec un broyeur de vigne, un broyeur de sarments. Alors oui, ben là, il faut deux broyeurs. Et vous voyez, j'ai pas la charrue à disque. Charrue à disque, on me dit, ah oui, tu vas pouvoir, la charrue à disque de la vigne, tu vas pouvoir l'utiliser dans l'olivier. Sauf qu'une charrue à disque de vigne, quand tu es planté à 2,50, elle fait donc un 60, 60 maxi, un 60. Sauf que quand tu es planté à 6 mètres, avec une charrue à 1,60, tu passes 15 fois. Donc, simplement, c'est quand vous voulez faire de l'olivier professionnellement, ne rêvez pas, le matériel de la vigne ne vous servira à rien. Si, de temps en temps, pour tirer la remorque, le tracteur, il va vous servir. Mais vous finirez tous par avoir du matériel pour la vigne et du matériel pour l'olivier parce que même si ces deux cultures se ressemblent, elles ne sont pas similaires et les nécessités techniques ne sont pas identiques. L'optimisation du personnel, autre grand, j'allais dire, grand thème de la synergie entre la vin et l'huile. Oui, pas toujours. Hein. Il y a déjà des techniques culturelles qui se chevauchent. Hein, parce que moi, j'aime bien quand on me dit, ouais, quand on a fini de tailler la vigne, on va tailler l'olivier. Sauf qu'aujourd'hui, pour éviter le gel, on a plutôt tendance à tailler la vigne à la fin du mois de mars, voire début avril. Du coup, qu'est-ce que je fais? Les oliviers avant, les oliviers après? Donc, c'est pas toujours aussi simple. Moi, je donnais ma réponse, je fais les oliviers avant les vignes. C'est mon choix. Mais avec des débats, et Hélène et Julien, on a régulièrement des débats autour de ça. Voilà, moi, j'ai fait passer l'olivier avant la vigne pour la taille. Les maladies cryptogamiques, alors ça, j'adore. Maladies cryptogamiques, ben, elles aiment toutes les deux, hein, que ce soit l'œil de pain ou le mildiou, ça aime la chaleur, l'humidité. Donc, ces deux maladies, elles arrivent en même temps. Et là, qu'est-ce que je fais? Une année 2023, elle est géniale comme exemple. Hein. 2023, pour ceux qui sont vignerons, ils savent, les vignerons bio, ils savent combien de fois il a fallu sortir, parce que même les conventionnels, ils étaient obligés de sortir tous les 15 jours. Oui, sauf que, qu'est-ce que je fais? Je fais ma vigne d'abord, l'olivier après, je fais l'olivier d'abord, je fais la vigne après. Parce que, et puis, il a plu entre-temps, donc j'ai pu faire qu'un bout. Donc, c'est pas aussi évident que de se dire, oh, ben, tout ça. Alors oui, en année tranquille, une année 2022 où il pleuvait pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez gérer vos vignes et vos oliviers en même temps sans problème. Mais en année à forte pression, qui doit passer en premier? Et c'est vrai que, par définition, souvent, et là c'est un peu notre réflexe de vigneron, on fait passer la vigne en premier parce que c'est quand même souvent la stabilité économique. Et puis la vendange. Alors là, oui, de toute façon, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de difficulté, encore que si je faisais de l'olive de table à Bise, il y aurait une complexité. Mais toujours est-il qu'en général, le raisin, surtout en ce moment, il se ramasse plus tôt que l'olive. Sauf que quand je vois, moi, mes équipes, ah, c'est vrai, on les optimise. Sauf quand les équipes, elles se sont fait du 1er septembre au 6 octobre, les vendanges, la cave, le machin, le truc, et que le 9 octobre, tu leur annonces qu'elles partent dans les oliviers jusqu'au 20 novembre, ouais, gérer le personnel, c'est simple, mais il y a un moment où il faut faire attention, quoi. C'est-à-dire que c'est pas. Ce que je voulais vous faire toucher du doigt, après, pas négatif, sinon je ne continuerai pas à faire les deux. Mais je ne veux pas non plus vous faire rêver. Le monde, c'est pas le monde de oui-oui, et optimiser le personnel ne signifie pas lucer prématurément. Ça, c'est aussi un point qui est important. En résumé, je vais essayer d'être assez bref, parce qu'après, je vais me faire engueuler que je suis trop long. Parce qu'après, quand elle sort le fruit, ça fait mal. Je dirais que l'olivier a besoin de la vigne pour survivre économiquement et pas l'inverse. C'est-à-dire que pour retenir peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, oui, et on vous l'a martelé à France Olive depuis 25 ans, faire de l'olivier et que de l'olivier, c'est suicidaire. On ne peut pas vivre de l'olivier. Alors après, on peut vivre du moulin, on peut vivre d'autres choses autour, mais on ne peut pas vivre de l'olivier en France en monoculture. Il y a trop d'incertitudes de production, trop d'incertitudes économiques. Il faut donc avoir une pluralité de cultures, alors qui peut être vigne et olivier, qui peut être amandier olivier, qui peut être la trilogie provençale, olivier, amande et vigne,
voilà, qui peut être. Alors après, vous avez des maraîchers, vous avez des fruitiers, mais il faut impérativement avoir besoin. L'olivier ne peut venir. Alors, revenu complémentaire, j'ai mis un point d'interrogation au bout. Ce qui est sûr, c'est que l'olivier ne peut venir qu'en complément d'une autre culture. Alors, c'est vrai que sur cultiver la vigne et l'olivier, c'est doubler ses frais de culture. La vigne et l'olivier ont les mêmes coûts. C'est-à-dire aujourd'hui, cultiver une vigne, alors je dirais qu'en Occitanie, on essaye d'être autour des 5000, mais souvent en tirant sur les intrants. Quand vous êtes en bio, correctement avec les engrais nécessaires, vous êtes entre 6 et 7000. Donc disons que c'est pour ça que je vous ai mis, on est similaire, c'est-à-dire 5 à 8 000 euros l'hectare bord de champ. Et si je ne mets pas ces 8 000 euros, alors dans les 8 000 euros de l'olivier, il y a quasiment 3 4 000 de récolte. Hein, quand je parle du bord de champ. Vous avez quasiment 4 000 euros de récolte. Donc si vous ne récoltez pas, vous n'avez mis que 4 000 euros. Ça, c'est vrai. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que ne rêvons pas, ce n'est pas une complémentaire à 500 euros, ce n'est pas du colza ou du tournesol. Quand mes copains de la FOB plantent du colza et du tournesol, ils me font toujours rigoler. Ouais, tu comprends, on en a pour 150 euros l'hectare. Ouais, mais nous, on en a pour 6 000 euros l'hectare quand on cultive. Hein. Donc, on n'est pas dans le même monde, hein, les enfants. Et quand aujourd'hui, vous voulez sérieusement travailler l'olivier, c'est 4 000 euros de frais de culture plus 4 000 euros de frais de récolte. Donc, ça veut dire que derrière, vous avez quand même un coût qui peut générer 2 fois plus de revenus, mais il y a 2 fois plus de coûts, donc ça veut dire plus de fonds de roulement, ça veut dire, je ne monte pas dans... Bon, le gros problème, et Hélène l'a rappelé plusieurs fois, puis ça a été un des sujets du début de la conférence, la productivité de la vigne est beaucoup plus régulière, hors accident climatique. Hein, et donc, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, comme mon diviseur, c'est un volume, moi je ne produis pas des tonnes d'olive à l'hectare, je produis des litres d'huile à l'hectare. Je ne supporte pas quand on me dit j'ai fait 10 tonnes, j'ai fait 20 tonnes. Tu ne vends pas des tonnes d'olive, tu vends des litres d'huile. Donc tu as fait 200 litres, 300 litres, 400 litres, 500 litres. À une époque, je rêvais, quand j'étais président de France Olive, je rêvais de faire le club des 1000, hein, les 1000 litres à l'hectare. Je rappelle qu'en Espagne, sur la haie fruitière, 1500 litres hectare, c'est le rendement moyen. Moyen. Certains prétendant faire 1800 à 2000 litres. Bon. Donc, ce diviseur, il est fondamental. Cette productivité, ce n'est pas pour dire qu'il faut produire, c'est que de toute façon, à un moment donné, j'ai un coût et je le divise. Si je le divise par 10 ou je le divise par 100, ben mon prix de revient et mon prix de vente, il est multiplié par 10. Donc ça, c'était un des points très importants. Et la vigne permet, comme je l'ai dit en souriant, permet d'amortir les caprices de l'olivier. J'ai l'habitude de dire que la vigne, vous lui donnez à boire et à manger, c'est une brave fille, elle vous le rend. L'olivier, vous lui donnez à boire et à manger, il vous fait un bras d'honneur. Et ça, c'est assez classique. Mais on l'aime quand même. Hein. On doit aimer les femmes un peu tordues, mais on l'aime quand même. Hein. Mais il ne vous rend pas tout ce que vous lui donnez. Bon, dernier point, qui était la conclusion, enfin, qui était un peu le message qu'Hélène voulait que je porte, c'est-à-dire le message de l'expérience, puisque ça fait maintenant 20 ans que je suis rentré dans la filière, que je suis peu à peu, je me suis laissé entraîner à être un vrai oléiculteur. Alors, je un peu. Puis maintenant que j'en ai 20, je vois ce que c'est et je vois ce que ça me coûte. Et surtout que j'ai une exploitation qui est à part. Donc, je vois les vrais coûts de l'exploitation identifiés techniquement sur un lieu. Et je dirais que je vais vous rappeler 3 choses. Le fondamental, et ça, on l'avait beaucoup oublié, c'est la professionnalisation. Souvent, et tu l'as un peu dit d'ailleurs dans ton propos, ben, on faisait de la vigne, et quand on avait le temps, on allait sur les oliviers. Puis après, on disait, putain, les oliviers, ils ne produisent pas. Hein. Ou ils produisent qu'un an sur 3. Ben oui, ils produisent qu'un an sur 3 parce que, pas plus que la vigne, l'olivier ne supporte l'amateurisme. C'est pas parce que déjà dans la vigne, on n'est pas des professionnels pointus, mais alors dans l'olivier, 9 fois sur 10, c'est quand j'ai le temps, quand j'ai fini le reste. Et donc, c'est vrai que le fondamental, c'est cette professionnalisation, avec un travail sur la mécanisation qui améliore les coûts,
une amélioration de l'organisation des temps de travail et des travaux entre la vigne et l'olivier, la gestion de la main-d'œuvre, les compétences, ça j'insiste là-dessus, compétences dans la fertilisation, l'irrigation, la maîtrise des risques sanitaires. Il y a cette nécessité. Laurent vous a présenté, parce que je suis sûr que vous avez fait toute la journée, donc vous avez tout mangé, ce qu'on vous a dit depuis ce matin. Laurent vous a présenté cette application, cette aide à la décision, cet outil d'aide à la décision. C'est ça, OAD. J'ai bien retenu la leçon. Donc l'OAD, c'est, voilà, on a voulu vous porter cette OAD parce que je ne peux pas cultiver de l'olivier en dilettante, ou tout du moins, si je veux le cultiver, avec une rentabilité nécessaire. Bien sûr, on a cette crainte du changement climatique. Alors, j'ai bien aimé ça, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Hélène. Et la septentrionale, j'ai dit, j'y arriverai jamais à le dire. Disons que l'olivier qui remonte dans le nord, ça sera plus simple à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux territoires oléicoles, alors ça ne veut pas dire que les anciens vont disparaître, mais on l'évoque. Hein, ce matin, j'ai inauguré le salon avec un député de Gironde avec qui on a longuement discuté de la nécessité et de l'intérêt d'avoir aujourd'hui une oliveraie en Gironde qui peut répondre à un besoin, une oliveraie en haies fruitières, en bio, une huile d'olive de France bio. C'est aujourd'hui où il y a un petit marché. Alors, attention, ne faisons pas rêver. Hein. 1000, 1500 hectares, pas 30 000, pas 50 000. C'est 1500 hectares. Oui, il y a la place en Gironde pour une oliveraie d'huile d'olive de France bio. À une taille raisonnable, on ne remplacera pas les 10 000 hectares ou 15 000 hectares de vignes qui vont s'arracher. Mais si vous voulez, c'est vrai que cette nomadisation ou ce développement de l'olivier sur d'autres zones, qui n'est pas forcément dû au réchauffement au sens température du terme, mais à l'assèchement. Là, le problème de Bordeaux, un olivier, il ne gèle jamais. Par contre, l'humidité permanente qui venait de l'Atlantique faisait que les maladies, notamment le pain, etc., étaient trop fortes et avaient trop de pression. Et que l'assèchement partiel, c'est encore quand même un peu à Bordeaux, à Toulouse beaucoup, voilà, bon. Et après, il faut des terres drainantes, enfin, je ne vais pas vous expliquer ce qu'on vous a déjà dit. Mais c'est vrai qu'il y aura des nouveaux territoires oléicoles. Et puis, je finirai là-dessus, la clé de la réussite, c'est la capacité à valoriser son produit à la mise en marché. Et là, oui, il y a une vraie synergie entre le vin et l'huile d'olive. Synergie d'image, synergie de Méditerranée. C'est incontestable. Alors, il y a quelques belles réussites. Je citais Châteauviran tout à l'heure. C'est vrai que le vin fait vendre l'huile fait vendre le vin. Mais quand je dis fait vendre, c'est pas parce que je produis de l'huile et du vin que je vais la vendre. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai créé une image. J'ai créé une image en vente directe. J'ai créé une image en circuit court. Quand je dis un circuit court, c'est au sens strict du terme. C'est-à-dire, je vais en Angleterre et je vends mon huile, c'est un circuit court. C'est moi qui suis allé la vendre. C'est ça un circuit court. Je ne vais pas la vendre à Châteauviran, à Alençon. Et ça, c'est vrai que là, quand vous voulez créer cette synergie d'image, hein, vous avez un très bel exemple d'une grande marque en ce moment qui porte beaucoup, qui s'appelle Estando. Estoublon, pardon. L'autre, elle fait que du vin. Mais Estoublon, c'est vrai qu'Estoublon, aujourd'hui, surfe sur la marque huile et sur la marque vin. Et il y a une synergie entre les deux. Et ça, ça restera à jamais les deux jambes de la Méditerranée. Et oui, mais ne rentrons pas que par là. Et c'était, si j'avais une seule chose à vous dire ce soir, c'était vous dire, oui, bien sûr que le vin et l'huile sont complémentaires, bien sûr qu'il peut y avoir une synergie, mais ça n'est pas le monde de oui-oui, ça n'est pas un monde tout rose. Et en tous les cas, c'est pas je produis du raisin, je le porte à la COP, je produis de l'olive, je porte à la COP, vous n'en vivrez pas. Peut-être du raisin, si vous êtes en Provence, Occitanie, j'ai un peu des doutes, mais à la COP, avec de l'huile, si, peut-être aussi, il y en a un qui ont... Il y en a qu'un que... Ouais, mais enfin, vous ne vivrez pas avec l'huile, vous vivrez avec l'olive de table, à Nyons, ou à Bise d'ailleurs. Les deux exemples d'olive de table. Mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les coûts de production de l'olive de table. Ils n'ont rien à voir avec les coûts de production que je vous ai dit là. C'est-à-dire que quand je vous dis 8 000 € l'hectare, récolte comprise,
En olive de table, Serge, on double 2,5 fois. Déjà, non, mais déjà rien que la récolte. Ah, en plus, lui, il vivre les arbres. Mais voilà, donc simplement, je vais m'arrêter là, mais c'est un petit peu le message que vous voulez porter ce soir, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire. Ne soyons pas pessimistes, mais ne rêvons pas. C'est un peu un des problèmes de l'agriculture en général, de la viticulture entre autres en ce moment, et de l'oléiculture parfois. Voilà, il y a des choses à faire, mais c'est pas un monde rose où tout tombe au rôti quand vous avez planté des oliviers. Voilà, j'étais un peu long, mais. Non, non, mais pas plomber l'ambiance quand même. Parce que Voilà, j'aurais savoir le moral. voilà, je voulais juste dire, pour finaliser ces propos, qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir vraiment avant de partir bille en tête sur un projet pour voir si voilà, on part dans le mur, droit dans le mur, comme il vous dit, ou si ce projet qui correspond à nos attentes est viable. En tout cas, où on place le curseur de viabilité. Il vous a zappé la dernière phrase en rouge, mais elle était quand même importante, hein, parce que c'est le but. Hein. Moi, je voulais dire que France Olive, quand même, elle est là pour. C'est moi qui l'ai écrit. Hein, oui, tu l'as juste changé par rapport à ce que j'avais mis, mais. Elle n'était pas claire, la tienne, on n'arrivait pas à comprendre. Il est en forme. Hein. Il est en forme. En tout cas, c'était pour vous dire que oui, France Olive, elle est là pour accompagner les oléiculteurs dans la mesure de nos connaissances. Et je vous dis que c'est un arbre qui, quand il vous fait l'allusion sur le fait que vous avez beau l'accompagner, il vous le rend moyennement parce que oui, il a une mémoire, l'olivier. Et il sait que ben, si ça ne correspond pas à ses besoins, eh bien, il ne vous rendra pas l'investissement que vous y avez mis. Vous avez donc le site de France Olive qui vous permet d'avoir des informations pour vous accompagner dans cette réflexion. Vous pouvez vous abonner pour, si vous avez voilà, déjà la vigne et l'olivier, vous abonner à des lettres d'information qui vous permettent régulièrement de savoir, au-delà d'être un agriculteur connecté et de pouvoir, avec votre smartphone, piloter la conduite de 2 ateliers. Voilà, il ne m'écoute pas, mais ce n'est pas grave. On essaye, avec notre humble niveau, de vous accompagner avec le nouvel Olivier en mettant des parutions régulières et puis voilà, en répondant à vos questions. C'était la dernière mot.